Il y avait une belle lumière aujourd'hui en traversant le jardin du Rosendahl. Les premières roses à peine écloses distillaient leurs effluves printanières. Désirée, mon épouse les aime tant. En voyage à Paris, quel dommage qu'elle ne puisse profiter de ces moments avec moi, ici, à Stockholm. Elle est si loin de moi aujourd'hui comme l'a été hier et toute ma vie durant, ma douce ville de Pau. Mais foi de Béarnais, je n'ai rien oublié de mes premières années, de ces moments heureux où je me suis construit. Mon père s'appelait Henri. Il exerçait la fonction de procureur. Et si nous n'étions pas très riches, nous n'étions pas pauvres non plus. De son union avec ma mère Jeanne naquirent 5 enfants. Je suis le dernier. Aujourd'hui encore, j'ai le souvenir très précis de notre maison, non loin du couvent des Cordeliers, au 8 rue de Trans, où je suis né, en janvier 1763, le 26 du mois, du relais postal tout proche, où j'aidais souvent à l'entretien des chevaux, de ces études de droit voulues par mon père et auxquelles je ne trouvais aucun goût. Moi, je voulais être militaire. L'idée que je me faisais de la fonction correspondait davantage à mon caractère, à mon impatience, à cette incommensurable envie d'ailleurs. Je n'imaginais pas alors le parcours qui allait être mien. Mais qui aurait pu imaginer les événements de notre siècle et l'incroyable possible offert par la Révolution française? Régicide en France, elle fit de moi un roi en Suède. À 17 ans, à la mort de mon père, laissant ma mère Jeanne et mon frère Jean à sa préférence, je m'engageai volontaire comme simple soldat dans le régiment Royal la Marine. En Corse d'abord, puis à la garnison de Grenoble, j'appris rigueur, maîtrise et obéissance. Lorsqu'éclata la Révolution française 9 ans plus tard, je n'avais encore que le grade de sergent-major. Rapidement, mes aptitudes et les distinctions reçues dans les armées du Rhin ou de Sambre et Meuse me permettaient d'accéder au grade de lieutenant. Après la bataille de Fleurus, grâce à Kléber, je devenais général de brigade et 2 mois après, général de division. En 1797, lors de la campagne d'Italie à la tête de 20 000 hommes, je servais avec succès Napoléon Bonaparte. Les nombreux drapeaux pris à l'ennemi et présentés au directoire en témoignent pour moi. C'est ainsi qu'après le 18 Fructidor, j'obtins le commandement de Marseille. Et si j'ai rapidement renoncé à ce poste, il a cependant profondément changé ma vie. C'est à Marseille que vivait le riche négociant de soie François Clary. Il avait 2 filles, Julie et Désirée. Julie s'était mariée à Joseph Bonaparte. Le 17 août 1798, en épousant sa sœur Désirée, j'entrai durablement dans le clan Bonaparte. Avec l'empereur, mes rapports ont toujours été complexes. J'ai connu tant ses faveurs que ses humiliations. Cependant, un respect réciproque, une sorte de loyauté sans doute, servait de ciment à notre relation, malgré nos idées diamétralement opposées. Mon refus à participer au coup d'État du 18 Brumaire ou ma démission du ministère de la Guerre m'éloignèrent un temps de Bonaparte. Il ne m'en tint pas longtemps rigueur, en m'offrant le commandement des armées de l'Ouest. J'ai, à de nombreuses reprises, connu les champs de bataille, la noirceur de la guerre et les horreurs qu'elle véhicule. Dans le triomphe, à Austerlitz, dans la douleur, à Spaden, blessé à la gorge, ou dans la lourde culpabilité d'un corps d'armée décimé, à Wagram. Mais j'ai toujours été au plus proche de mes troupes, des hommes comme moi, issus du peuple et combattant loyalement pour des intérêts qui les dépassaient.
Notre complicité a créé un lien indéfectible, plus encore que leur soutien, de l'estime. Ce respect, je l'ai également témoigné aux prisonniers de guerre, à Lübeck, avec les soldats et les civils suédois. Parallèlement à cette carrière militaire, j'ai œuvré de même au civil. J'ai connu la fonction d'ambassadeur à Vienne. Mon ralliement à l'empereur en 1804, outre un bâton de maréchal d'Empire, m'avait propulsé gouverneur à Hanovre. J'ai également siégé au Conseil d'État, puis hérité en juin 1806 du prestigieux titre de prince de Pontecorvo, avant de devenir un an plus tard gouverneur des villes hanséatiques. À l'été 1810, alors confortablement installé dans mon appartement parisien, on me fit une proposition des plus inattendues, celle de présenter ma candidature à l'élection du trône de Suède. Le pays en guerre avec la Russie venait de perdre la Finlande. Son roi avait été déposé, remplacé à la hâte sur le trône par son oncle Charles XIII. Sans héritier, il fallait organiser sa succession. L'élection se tint le 21 août, et, à la surprise générale, je fus élu. Avec l'assentiment de Napoléon, qui voyait en moi un allié au nord de l'Europe, je débarquai à Helsingborg en octobre. Le 5 novembre, mon adoption par le roi Charles XIII faisait de moi le seul héritier de la couronne de Suède. Très tôt, en raison de la sénilité de mon père adoptif, j'ai dû pleinement gérer les affaires du royaume de Suède. Aussi, pour conserver la paix avec les Russes, je fis le choix de renoncer à la Finlande, mais j'espérais reprendre la Norvège, danoise depuis 3 siècles. Ces intérêts contradictoires m'amenèrent à rompre avec Napoléon. Un revirement sans doute, une nécessité assurément, pour installer le pays dans la neutralité et poser les bases d'une paix durable en Suède. Le 5 février 1818, à la mort de mon père adoptif, moi, l'ex-maréchal Jean-Baptiste Bernadotte, palois et roturier de naissance, devint roi de Suède et roi de Norvège sous le nom de Charles XIV Jean de Suède. J'héritais d'un pays ruiné, rongé par une dette colossale qu'il me fallait épurer au plus vite. Je le fis en puisant dans ma fortune personnelle. J'ai alors organisé un système bancaire et monétaire adapté à notre temps. Il fallait aussi rétablir l'administration. Il y avait ici des talents. J'ai su les révéler, les mettre en ordre de bataille comme je le faisais naguère avec mes troupes. En quelques années, nous avons reconstruit un pays fier et prospère, appuyé sur une administration forte, efficace, pragmatique. J'y ai développé l'instruction publique, l'agriculture, l'industrie et le commerce. J'ai voulu une campagne de vaccination antivariolique et fait augmenter le nombre de sages-femmes. Ces mesures, liées à des réformes agricoles, avec l'introduction de la culture de la pomme de terre et de céréales, ont permis de nourrir mon peuple, de faire reculer la mortalité infantile. Cette croissance nous a autorisés à la réalisation de grands travaux, comme le canal de Gotha. Devenu roi de Suède, jamais je n'ai trahi ni l'amour, ni la haute idée que je me faisais de ce pays qui m'a choisi et qui est devenu le mien. Pourtant, après toutes ces années au seuil d'une longue vie, je repense à ma ville de Pau. Je sais que là-bas, la mémoire d'un autre que moi y est encore très présente. Palois est roi lui aussi, comme moi. Mais si tout prédestinait Henri IV au trône, pour moi le chemin n'était en rien tracé. Je suis le premier surpris par ce parcours. Je n'en tire aucune gloire, aucune vanité. Simplement la satisfaction de la tâche accomplie ici. L'amour du peuple
a été ma récompense. Il appartient désormais à Désiré, à mon unique fils Oscar, de poursuivre ce travail. À bientôt 81 ans, je ne désire pas la mort, mais je ne la crains pas, car je sais que personne n'a eu une carrière comme la mienne.